Pensez à ce geste. Un geste qu'on fait tous les jours sans même y réfléchir. On s'approche du lavabo, on tourne le robinet et hop, l'eau coule instantanément, avec une pression parfaite. C'est un de ces petits miracles du quotidien qu'on considère comme totalement normal. Aujourd'hui, on va justement soulever le capot et regarder la mécanique invisible qui se cache derrière ça. On s'appuie sur un texte assez court mais très dense qui s'appelle Texte collé et qui décortique l'ingénierie des réseaux d'eau potable. Notre mission, si on peut dire, c'est de révéler ce monde souterrain fascinant qui rend ce geste si simple. Alors, décomposons un peu tout ça. Oui, c'est exactement le sujet. C'est un système qu'on ne voit jamais. Et c'est justement ça, la preuve de son succès. En fait, la meilleure infrastructure, c'est celle qu'on oublie. C'est vrai. Si on commence à penser à notre approvisionnement en eau, c'est que, il y a un problème. Une coupure, une baisse de pression, Une eau un peu bizarre. voilà. Le fait que des millions de gens n'aient jamais à se poser la question, c'est ça le véritable exploit. C'est le résultat de plus d'un siècle de savoir-faire, de calculs, qui sont littéralement enfouis sous nos pieds. Le document qu'on a insiste beaucoup sur ce contraste entre la surface, notre robinet, et cette réalité souterraine. Il parle d'un réseau dense de conduites, de vannes, de réservoirs, de stations de pompage. Ça fait un peu penser à un système circulatoire géant, caché sous la ville. C'est une excellente image, le système circulatoire. Et elle est plus juste qu'on ne le pense. Ah oui, Bah oui, comme dans le corps humain, chaque élément est vital. Une artère principale qui se bouche, c'est blé. C'est l'infarctus. Mais même un tout petit capillaire qui lâche peut être une catastrophe. d'accord. C'est pareil ici. Chaque conduite, chaque vanne, c'est le résultat d'une décision qui a été mûrement réfléchie. Le texte insiste sur la précision d'ingénierie remarquable. Et ça, c'est pas juste une formule. Ah non, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette précision? J'imagine qu'on se dit, bon, il suffit de prendre un tuyau assez gros et puis ça passe, non? Ah, si seulement c'était si simple. Non, non. Prenez juste le diamètre d'une conduite. D'accord. Trop petit, et vous n'aurez pas assez de débit à 8 heures du matin. Hmm. Trop grand, l'eau va stagner, ce qui peut créer des problèmes de qualité bactériologique. Ah ouais, bien sûr. Et en plus, ça coûte une fortune. Le matériau aussi est crucial. Il doit résister à des décennies de pression, à la corrosion, tout en garantissant une eau parfaite, c'est-à-dire qu'il ne doit relâcher aucune substance nocive. Pendant 50 ou 100 ans? Voilà, donc non, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. D'accord. On n'est pas du tout dans de la simple plomberie, mais à grande échelle. Ah non, pas du tout. C'est de la science des matériaux, de la mécanique des fluides, et j'imagine que le plus grand défi, c'est de faire arriver l'eau partout avec la même force. Vous mettez le doigt sur le cœur du métier. Le texte laisse entendre que c'est bien plus complexe qu'une grosse pompe au départ. Quels sont les éléments qui font varier cette pression d'une rue à l'autre? C'est un véritable art, la gestion de la pression. Et non, ce n'est pas juste une pompe, c'est un balai de plein de facteurs. Le premier, le plus évident, c'est l'altitude. Logique. Pousser de l'eau au 10e étage d'un immeuble, en haut d'une colline, ça demande beaucoup plus d'énergie que de servir une maison en bas. Hmm. Ensuite, le diamètre des conduites, on en a parlé. Et puis, il y a un détail que je trouve fascinant dans le texte, c'est la rugosité des matériaux. La rugosité. Vous voulez dire la texture à l'intérieur du tuyau? Ça a un impact? Un impact énorme. Un tuyau tout neuf, bien lisse, génère très peu de friction. L'eau glisse. D'accord. Ce qu'on appelle les pertes de charge sont faibles. Mais un tuyau plus ancien, un peu entartré, va freiner l'eau. Et la pression chute. C'est fou. Et le dernier facteur, le plus imprévisible, c'est nous, les usagers. Quand des milliers de gens prennent leur douche en même temps, le matin, Entre 7 heures et 8 heures? exactement, la demande explose et maintenir la pression partout, ça devient un vrai casse-tête. C'est ce que l'auteur du texte appelle un équilibre délicat. Et cet équilibre, j'imagine, il peut se rompre. Le document parle de deux extrêmes. Le premier, c'est l'image qu'on a tous en tête, le geyser en pleine rue, la rupture de canalisation. Le cauchemar, oui. Mais l'inverse, le manque de pression, est-ce que c'est si grave, au-delà de l'inconfort d'une douche un peu faiblarde? C'est une excellente question, parce que ça touche à des risques qu'on ne voit pas. L'inconfort, oui, personne n'aime ça, mais le vrai danger est ailleurs. C'est-à-dire? Premièrement, la sécurité incendie. Les bornes d'incendie ont besoin d'une pression minimale garantie pour que les pompiers puissent travailler. Voilà. Pas assez de pression, pas de lutte efficace contre un feu. Et deuxièmement, il y a un risque sanitaire. Ah bon?
Oui, si la pression dans le tuyau devient plus faible que la pression extérieure, disons d'une nappe phréatique polluée juste à côté, Oh là. des polluants peuvent être aspirés dans le réseau par la moindre petite fissure. Et là, c'est un risque de contamination à grande échelle. Je n'y aurais jamais pensé. Donc oui, une pression trop faible, ça peut être aussi dangereux, sinon plus, qu'une pression trop forte. C'est une danse constante sur une corde raide. On comprend mieux la responsabilité majeure qui pèse sur les ingénieurs. Un seul petit paramètre mal réglé et ça peut avoir des conséquences énormes. Bon, on a bien compris comment le système s'équilibre en temps réel, mais ces tuyaux, on les change pas tous les ans. Comment on planifie un truc aussi massif sur le très long terme? Exactement. Et là, on quitte un peu l'ingénierie pure pour entrer dans la prospective. Le texte le souligne bien. Ce travail, c'est de l'anticipation. C'est la différence entre construire une cabane pour l'été et bâtir une cathédrale pour les siècles à venir. Et j'aime bien l'image. L'un répond à un besoin immédiat. L'autre doit anticiper les tempêtes, l'usure. Concevoir un réseau d'eau, c'est bâtir une cathédrale souterraine. Et qu'est-ce que ces bâtisseurs doivent anticiper concrètement? La source en liste plusieurs. D'abord, la croissance urbaine. Il faut regarder les plans d'urbanisme, savoir où la ville va s'étendre dans 10, 20, 30 ans. Et prévoir les tuyaux en conséquence dès maintenant? Dès aujourd'hui, oui. Ensuite, les pics de consommation. On pense aux canicules de plus en plus fréquentes, la demande explose pour les jardins, les piscines, Le réseau doit pouvoir encaisser ça. sans flancher. Et enfin, les scénarios de crise. Un incendie majeur, par exemple, qui demande des volumes d'eau énormes, très vite, en un point précis. Tout ça, c'est modélisé, simulé. Une vision à long terme fascinante. Et le document explique que cette ingénierie est en train de vivre une révolution avec le numérique. On parle de réseau intelligent. Oui, on sort de l'ère purement mécanique pour entrer dans l'ère de l'information. Un réseau intelligent, d'après la source, ça repose sur 3 piliers. D'abord, des capteurs, on en met partout. Ils mesurent en temps réel le débit, la pression, la qualité de l'eau. Des milliers de points de mesure. Des milliards de données. Deuxième pilier, la télésurveillance, qui fait remonter tout ça. Et enfin, le cerveau de l'opération, l'intelligence artificielle. Et son rôle, c'est de mouliner toutes ces données. En permanence, oui, pour y chercher des signaux faibles, des anomalies invisibles à l'œil nu. C'est là que ça devient passionnant. Concrètement, ça ressemble à quoi une alerte de cette IA? C'est un mail qui dit attention, pression en baisse rue Voltaire? Aujourd'hui, c'est souvent ça, oui. Une alerte très précise envoyée à un expert humain qui va analyser, décider. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin. L'idée fondamentale, et le texte l'exprime très bien, c'est de détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent visibles en surface. On passe d'une maintenance réactive On attend que ça casse? à une maintenance prédictive. C'est ça. L'IA peut repérer une micro-baisse de pression anormale qui se répète chaque nuit à 3 heures du matin dans un quartier. Pour un humain, c'est juste du bruit de fond. Pour l'IA, c'est la signature acoustique d'une fuite qui est en train de naître. On peut donc intervenir avant même que la route s'effondre. Précisément. Il y a eu un cas célèbre dans une grande ville européenne. Une micro-fuite a érodé le sous-sol pendant des mois, créant une immense cavité. Un jour, la chaussée s'est effondrée sous un bus. L'horreur. Les experts ont calculé après coup que les systèmes d'IA actuels auraient repéré l'anomalie en moins d'une semaine. L'intervention, ça aurait été un petit trou, un colmatage. Le rapport de coût et de nuisance, il est de 1 à 1000. C'est ça, la résilience de nos villes. On rend l'invisible non seulement visible, mais prévisible. C'est formidable. Mais ça doit aussi être incroyablement cher. Installer tous ces capteurs, développer les IA. Est-ce que ce coût ne se répercute pas sur la facture d'eau à la fin? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est le nerf de la guerre. Et la question est légitime. L'investissement de départ est conséquent, c'est vrai. Mais il faut le comparer au coût de l'inaction. Une grosse rupture en centre-ville, ce sont des millions d'euros de dégâts directs. Sans parler des commerces paralysés, des transports coupés. D'accord. Et puis, ces systèmes permettent des gains d'efficacité énormes. En France, on perd en moyenne 20% de l'eau potable dans des fuites. 1 litre sur 5. 1 litre sur 5, qui n'arrive jamais au robinet. Réduire ce gaspillage, même de quelques points, ça représente des économies d'eau et d'énergie colossales. Qui permettent d'amortir l'investissement. Au final, oui, un réseau intelligent est un réseau plus économe. Le calcul est donc vertueux à moyen et long terme. C'est un point de vue très éclairant. Le chemin qu'on a parcouru est vertigineux. On est parti d'un geste machinal, ouvrir un robinet, pour arriver à un système souterrain complexe qui anticipe le futur sur des décennies et qui maintenant intègre l'IA pour devenir quasiment prescient. Alors qu'est-ce que tout cela signifiait?
Je crois que la conclusion du texte qu'on a lu le résume parfaitement. Il dit que derrière chaque robinet se cache un système discret mais vital, fruit de calculs rigoureux, d'expériences de terrain et d'une responsabilité majeure. C'est cette alchimie entre la science la plus pointue, le savoir-faire très concret des agents sur le terrain et un sens profond du service public qui rend ce petit miracle possible. J'aimerais vraiment insister sur ces deux mots, responsabilité majeure. Ce n'est pas qu'une formule, c'est la responsabilité d'assurer un accès continu, sûr, durable à l'eau potable. C'est l'un des piliers invisibles de notre société. Sans ça, pas d'hygiène, pas de santé publique, pas d'industrie, pas de vie urbaine possible en fait. C'est la fondation, La base de tout le reste. c'est la base. Le travail de ces ingénieurs, même s'il est caché, est l'une des garanties de notre mode de vie. Et pour ouvrir une dernière porte, le document soulève une pensée assez fascinante. Il mentionne que l'IA aide à détecter les anomalies. Mais si on pousse la réflexion un peu plus loin, une fois que ces réseaux pourront non seulement s'auto-diagnostiquer, mais aussi prédire avec une extrême précision nos schémas de consommation, comment ça pourrait transformer notre rapport à l'eau? Hmm. Est-ce qu'on pourrait voir émerger une gestion de l'eau qui ne serait plus seulement collective, mais personnalisée, à l'échelle d'un quartier ou même d'un foyer, avec des incitations tarifaires en temps réel pour décaler sa machine à laver? Une gestion dynamique. Voilà, c'est une question qui pourrait redéfinir la notion même de service public et notre interaction avec cette ressource si essentielle.